Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Boîte à idées, un podcast du Nouveau Populaire. Ici, on cherche à faire de la politique autrement, avec du fond, avec de la nuance, mais surtout avec un peu d'humanité. Nous recevons donc des élus, des militants et des militantes, mais également des chercheuses et des chercheurs, dont j'en reçois un aujourd'hui. Bonjour Renaud Large. Bonjour. Alors Renaud Large, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices. Tu es expert à la Fondation Jean Jaurès, et notamment sur les questions de social-démocratie. Et tu as publié récemment un rapport que tu as coordonné, qui s'appelle « La troisième gauche » ou l'émergence de la gauche post-sociétale en Europe. Absolument. Alors, je vais te poser une première question. On va remettre un petit peu les bases. Si on parle de troisième gauche, ça veut dire qu'il y en aurait une première et une deuxième. Alors, qu'est-ce que serait la première et la deuxième gauche ? Alors c'est une bonne question. La première gauche, elle émerge sur une notion assez claire, qui est celle de la souveraineté et de la place de l'État. L'État a un rôle extrêmement central dans la première gauche, et je crois que c'est quelque chose de constitutif de celle-ci. Elle a duré jusqu'au tournant des années 80, et ça a été un élément très fort. La deuxième gauche qui émerge, c'est une gauche qui insiste sur la notion de solidarité au départ. Elle naît dans les coopératives ouvrières, dans les mutuelles ouvrières aussi, et elle a vocation à créer des solidarités au sein de ces populations, et elle insiste sur l'importance du lien. Et finalement, cette troisième gauche, ou en tout cas le signal faible, on y reviendra, mais que constitue la troisième gauche, c'est une synthèse entre des éléments de la première, la place de l'importance de la souveraineté, et de la deuxième, l'importance de la solidarité. Mais donc, aujourd'hui, quand on prend, on va dire, l'évolution de la gauche, en particulier en France ces dernières années, on va dire, je parle depuis les années 80, on est sorti, à mon sens, de plus en plus de la deuxième gauche, et donc on s'est tourné vers la gauche sociétale. Mais donc, est-ce que ce serait pas ça la troisième gauche, la gauche sociétale, on va dire libérale, sur tous les sens du terme ? J'aurais tendance à prendre le sujet d'une autre manière. Pour dézoomer justement de l'enjeu sociétal, qui est un point important, mais qui n'est pas le seul. Finalement, à chacune des grandes étapes de transformation de la société, transformation du monde, il y a eu une réponse à gauche. Si on fait un petit retour en arrière, commençons au début des années 2000, l'émergence de la mondialisation, la chute de l'URSS du bloc de l'Est et la mondialisation va entraîner une première réadaptation de la gauche, qui est celle de la troisième voie, qu'on soit d'accord ou pas avec, portée par un intellectuel comme Anthony Giddens, et incarnée par deux figures majeures qui constituent justement la première victoire d'un réagencement idéologique face à une crise. C'est Tony Blair en Angleterre et Gerhard Schröder en Allemagne. L'enseignement de cette première transformation, de ce premier réagencement idéologique, c'est que face à une crise, la gauche propose un nouveau canevas programmatique, et ce nouveau canevas programmatique, s'il rencontre l'opinion majoritaire, il entraîne des victoires en Europe. Donc, je viens de te citer deux exemples concrets. Ce modèle-là de troisième voie a tendance à s'éroder un petit peu, et la crise de 2008 arrive. Cette crise de 2008, deuxième choc financier, le modèle libéral tel qu'on l'a connu collapse sous les yeux du monde entier. Et dans les années qui suivent, la gauche offre, à nouveau qu'on soit d'accord ou pas, mais une deuxième réponse, un nouveau réagencement idéologique qui est celui qu'on a appelé le moment populiste, le populisme de gauche, avec un auteur deux auteurs forts, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui proposent une nouvelle grammaire politique qui entraîne un certain nombre de victoires. Alors des victoires qui sont parfois des victoires dans le mouvement social, mais on peut penser ou des victoires carrément électorales. On peut penser à Syriza en Grèce, on peut penser à Podemos en Espagne, et puis on peut penser à la France insoumise en France. Et donc, deuxième réponse, deuxième crise, face à laquelle la gauche se réagence et refait adhérer de la population à ses thèses. Et puis, ce à quoi on fait face depuis lors, donc depuis le mi-temps des années 2010, c'est des crises qui se multiplient. On peut en citer trois. Crise écologique, avec le mouvement climat en 2019,
crise migratoire qui frappe l'Europe au mi-temps des années 2010, avec la suite des printemps arabes et l'arrivée de populations en Europe. Et enfin, la crise territoriale, la crise des Gilets jaunes, qui de la même manière, l'inégalité de développement entre les territoires frappe différents pays. Nous, on pense aux Gilets jaunes en France, mais il y a eu à peu près la même chose en Italie et en Espagne, et en Belgique d'ailleurs. Et donc, toute l'Europe est confrontée au même sujet. Et là, il y a des réagencements de la gauche, des réagencements idéologiques qui passent par la social-écologie, par différentes manières de répondre, mais qui, pour le coup, n'entraînent pas, comme dans les phases précédentes, une réadhésion de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, le réagencement idéologique qui a été opéré par la gauche, ça n'a pas entraîné de fait majoritaire et donc ça n'a pas eu l'impact escompté. Ça, on peut s'arrêter là et puis dire, bon, bah voilà, la gauche est en train, depuis lors, de dépérir. Et on voit que sur cette période-là, donc sur les 10 années qui viennent de s'écouler, le nombre de gouvernements de gauche en Europe a été divisé par 2. Ce constat-là, il est assez fort. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on s'arrête à ce constat-là ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin ? Donc, on a essayé d'aller un petit peu plus loin avec les co-auteurs de ce rapport en se disant où la gauche est redevenue majoritaire, où la gauche a conservé le pouvoir et est restée au gouvernement. Et il y a plusieurs cas qui apparaissent, on y reviendra sans doute tout à l'heure, dans l'Europe du Nord, en Angleterre, qui a été une victoire récente, en Espagne aussi, qui est une configuration différente sur laquelle on reviendra. Et la plupart, je mets l'Espagne de côté, mais la plupart de ces gauches qui restent aux affaires ont un agencement idéologique qui est neuf et qui, pour le coup, n'est pas du tout celui du reste de la gauche qui n'a pas réussi à répondre aux différentes crises. Et cette réponse, si on la résume de manière extrêmement rapide et synthétique, elle a à cœur l'enjeu de la souveraineté. Donc souveraineté à la fois sur les enjeux économiques, ce qui est souvent le cas à gauche, c'est assez simple, ça fait partie de la grève, mais également sur les sujets régaliens. Et quand je dis régaliens, il y a le sujet de l'immigration, qui généralement focalise un peu d'attention, et le sujet de la sécurité, qui également focalise un peu d'attention, qui sont moins naturels pour la gauche. Mais il y a une réponse qui est une réponse souvent, disons, ferme sur ces sujets-là. Deuxième aspect, l'aspect solidarité, donc issu de la deuxième gauche dont je te parlais tout à l'heure. Les réponses sont souvent celles qui sont assez consubstantielles au mouvement social-démocrate, de dire que la société civile, les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les entreprises issues de l'économie sociale et solidaire, jouent un rôle de cohésion dans la société, de redistribution et d'expression institutionnelle des catégories populaires. Et donc les différentes gauches qui émergent, le cas de l'Angleterre est assez emblématique, mais ces différentes gauches qui émergent donnent une place importante à la notion de solidarité et à la notion de lien entre les populations du pays. Mais parce que justement, quand on prend ces différentes notions, elles ont été quand même beaucoup développées, mises en avant, j'ai l'impression. C'est souvent l'exemple qui est utilisé en France lorsqu'on va parler des questions d'immigration, de sécurité, de solidarité et d'écologie en France en comparaison avec nos voisins européens, c'est celui du Danemark, avec justement Mette Frederiksen, etc. Et souvent, on va quand même... Il y a une forme, j'ai l'impression, de levée de bouclier en France quand on parle des politiques de Mette Frederiksen. Est-ce que justement tu peux nous éclairer sur quelles sont ces politiques et en quoi est-ce que en France elles peuvent choquer ? Absolument. Alors effectivement, je te parlais tout à l'heure de l'Europe du Nord. Il y a le cas danois. On pourra revenir après sur le cas suédois qui est plus récent et très intéressant également. Sur le cas danois, ce qui est important pour bien le comprendre, c'est de revenir sur l'histoire de Mette Frederiksen et du Parti social-démocrate danois. Mette Frederiksen, elle vient de la gauche du parti. Elle vient vraiment des mouvements de jeunesse au départ. D'une part, elle vient d'une famille populaire, avec des parents prolétaires. Elle appartient aux organisations de jeunesse du Parti social-démocrate. Je crois qu'elle adhère à peu ou prou autour de 15 ans aux jeunesses social-démocrates danoises. Donc elle a un engagement très long. Et elle se situe à la gauche du parti. Elle a une carrière politique, elle est élue assez jeune, à 20 ans, elle est élue députée, elle monte dans le parti et elle devient ministre sur les notions d'emploi et de justice. Et elle se rend compte que le Parti social-démocrate au gouvernement a une difficulté à s'exprimer, à être crédible sur les enjeux migratoires,
sujet sur lequel l'opposition, et notamment l'opposition d'extrême droite, le Parti du peuple danois, surfe et prend des points dans les sondages. Au point que les élections sont perdues en 2015 par le Parti social-démocrate danois. Et là, dans l'opposition, elle prend le parti, c'est elle qui devient la leader du parti. Et dans l'opposition, son premier sujet est de répondre à la question suivante. Comment le Parti social-démocrate danois peut parler à nouveau aux catégories populaires. Ils appellent, le terme qui revient beaucoup dans la bouche des penseurs de la social-démocratie danoise, c'est les gens ordinaires. Comment, qui est le cœur du réacteur du Parti social-démocrate danois. C'est un parti dans lequel le lien est consubstantiel avec le monde du travail, avec les syndicats. Et donc, le fait d'avoir un électorat ouvrier qui vote peu ou prou naturellement pour le Parti social-démocrate danois, ça fait partie du rouage, de l'ADN de ce parti-là. Et puis, donc, ça n'a jamais été le cas, par exemple, en France, pour le Parti socialiste. Alors, un peu moins. Il n'y a jamais eu ce lien, et même c'était plutôt un vote de catégorie populaire, on va dire, de CSP, on va dire, plus, ou CSP moyenne. En partie, ça va dépendre des territoires. Sur la France, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais l'histoire est assez peu comparable avec le Danemark. Néanmoins, Mette Frederiksen, lorsqu'elle reprend le parti, elle tente quelque chose, ayant perdu le pouvoir, ayant vu une baisse substantielle des sociodémocrates sur ce sujet migratoire, elle essaie de trouver une réponse qui soit une réponse de gauche. Alors elle confie ça à un jeune député, elle a une jeune garde autour d'elle. En 2015, au Parlement, malgré la défaite, il y a un certain nombre d'élus qui rejoignent les rangs de Mette Frederiksen, parmi lesquels Mathias Tesfaye, qui lui est un maçon dans le civil, qui vient de l'extrême gauche, donc la gauche du Parti social-démocrate, et qui, estimant que Mette Frederiksen incarne une ligne intéressante, rejoint le Parti social-démocrate. Et lui, il a la spécificité d'être fils de réfugiés rwandais. Son papa est rwandais, arrivé au Danemark. Et elle lui confie la responsabilité de trouver une réponse de gauche au sujet migratoire, de façon à pouvoir, si tu me passes l'expression, taper la balle contre l'extrême droite, spécifiquement sur ce sujet-là. Et lui, il va aller chercher, il va avoir un travail assez fourni de recherche, et il se penche dans les archives du Parti social-démocrate danois, et il se rend compte que dans les années 80, les maires de la banlieue de Copenhague font remonter des notes à la direction centrale du parti, à Copenhague, pour dire on a besoin de contrôler les flux migratoires dans nos territoires parce que nous n'arrivons plus à intégrer correctement les populations. Intégrer correctement, ça veut dire nous n'avons plus le temps de faire le parcours classique, qui est celui d'une prise de carte au syndicat, qui est celui d'un travail, qui est celui de la sociabilité social-démocrate danoise. On n'arrive plus à le faire. On n'a plus les moyens et on n'a plus le temps pour le faire. Ce à quoi la réponse est un peu balayée de la part de la direction du Parti social-démocrate, qui justement au mi-temps des années 80 est en train de faire un virage un peu libéral et qui souhaite plus répondre à des demandes qui sont celles notamment du patronat d'accueillir des populations migrantes de façon à travailler. Et lui, il se repenche sur ce questionnement-là des maires sociodémocrates danois. Il se dit, il y a quelque chose là sans doute à faire. Et donc c'est là où naît la réponse social-démocrate à la crise migratoire qui frappe l'Europe, qui est de dire... avoir une certaine fermeté, avoir même une fermeté assez prononcée, ce qui est le cas chez les Danois, sur le sujet migratoire, c'est la meilleure manière d'intégrer et c'est la meilleure manière de consolider le cœur du réacteur de la social-démocratie danoise, à savoir l'État-providence. Et donc, à partir de là, Mette Frederiksen fait... je pense qu'elle est très convaincue de cette réponse de gauche, j'insiste, réponse de gauche au sujet migratoire. Elle fait le tour des fédérations du Parti social-démocrate dans l'intégralité du pays. Elle arrive à convaincre le parti, et le parti fait un shift sur ce sujet-là. Et elle se fait réélire assez triomphalement comme première ministre avec ce nouvel agencement. Indéniablement, pour nous, en tout cas dans l'analyse qui a été la nôtre, la social-démocratie danoise fait partie de ce qu'on a appelé la troisième gauche, au regard de ce que je viens de vous décrire. Et ça constitue un exemple intéressant. Pas parfait, sans doute pas exportable de partout, et sans doute pas exportable tout court, parce que le Danemark a des spécificités, mais néanmoins c'est un cas intéressant.
Pour vous répondre, et pourquoi il a été interprété ce cas-là, avec sans doute de manière un peu interloquée, pour utiliser un euphémisme, c'est qu'il y a une confusion entre une réponse qui est la réponse de l'extrême droite sur le sujet migratoire, qui est une réponse éminemment ethno-différentialiste, c'est-à-dire que l'enjeu de fermeté sur l'immigration, c'est un enjeu de racisme, en fait, en réalité, qui est latent. Là où la réponse des sociodémocrates danois, c'est une réponse qui est avant tout portée par des enjeux sociaux. C'est-à-dire comment intégrer, comment faire des citoyens danois et comment perpétuer et intégrer toute cette population-là au sein de l'État-providence. Et donc, c'est une réponse qui est éminemment sociale. Elle n'a aucun lien avec un sujet d'ordre ethno-différentialiste. Et souvent, on n'arrive pas à percevoir cette différence, j'allais dire nuance, mais cette différence entre une réponse d'extrême droite portée par l'ethno-différentialiste et une réponse de gauche portée par les enjeux sociaux. Et parce que nous aussi, en France, on a quand même ce point de vue d'une gauche qui est profondément morale, qui va s'inscrire dans une vision humaniste. On va plutôt être sur des valeurs morales, et par exemple le droit d'asile, etc. va être mis, et à mon sens de manière justifiée quand même, comme quelque chose de sacralisé, de très important. Et justement, je pense qu'aussi ça peut nous choquer parce que nous, on pose la question morale, par exemple, quand Mette Frederiksen a refusé d'accueillir des Palestiniens, il y a quand même eu un mouvement de choc. Comment ? Des Syriens. Oui, des Syriens. Il y a quand même eu un moment de choc au sein de la population de gauche française, parce qu'on a ce point de vue moral, nous, qui est la question d'accueil, de protection, et plus que d'intégration. La question, c'est de protéger et de sauver en fait des gens qui sont littéralement en train de mourir. Donc c'est aussi cette question morale où j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu exclu en réalité au Danemark, ou en tout cas qu'ils ne l'ont pas de la même manière que nous. On partage pas le même prisme moral. Alors c'est un très bon point. Je ne suis pas sûr que l'enjeu moral soit mis de côté dans la réponse, qui est celle disons, de la troisième gauche, pour ne pas parler spécifiquement des Danois, on pourra parler des Suédois aussi. Je ne crois pas que l'enjeu moral soit un enjeu. L'enjeu, par exemple, quand on regarde les textes, leurs écrits, l'enjeu de la dignité humaine, d'accueillir dignement les gens et de les intégrer dignement avec un travail, une sociabilité, une vie de voisinage, des écoles, etc., c'est un enjeu très puissant. Et donc, disons qu'ils sont portés par un enjeu tout aussi moral que l'accueil inconditionnel, si vous voulez. Et je suis pas sûr, mais en revanche, je pense qu'on se limite à un enjeu moral lorsqu'on ne peut plus, lorsqu'on n'a plus de capacité à agir sur le réel. La gauche française, pour regarder notre ADN, en réalité, je vous renvoie à un formidable travail qui a été réalisé par Basset Masset et Daniel Zwetzel à la Fondation Jean Jaurès sur l'histoire du rapport au sujet migratoire et de la gauche. Et ils ont remonté les congrès de la CGT dans les années 20. Et dans les années 20, la CGT demande à avoir un contrôle ou d'être présente sur les flux, d'avoir un regard sur les flux migratoires, de façon justement, comme je viens de vous l'expliquer, à bien intégrer les populations socialement lorsqu'elles arrivent. Donc pour eux, l'enjeu de souveraineté, l'enjeu de contrôle migratoire, c'est un enjeu qui permet d'intégrer correctement. Ils sont jamais, et je ne crois pas que les Danois soient dans cette logique-là, puisqu'ils accueillent du monde, ils ne sont pas dans une logique de fermeture, ils ne sont pas dans une logique hermétique, ils sont dans une logique de souveraineté dans l'accueil des populations. Mais ce que la CGT dans les années 20 dit exactement la même chose. Elle d'ailleurs, la CGT demande instamment à être reçue et à être présente dans le conseil d'administration de l'Office français de contrôle de l'immigration. C'est une demande d'avoir un contrôle tripartite, syndicats, patronat et État. Et donc, cette démarche-là, elle est consubstantielle à l'histoire de la gauche. Seulement, il y a un moment donné qu'on peut situer, comme vous l'avez fait, au mi-temps des années 80, où ce sujet-là disparaît. Cet enjeu de contrôle pour l'intégration, ou de souveraineté pour l'intégration sociale, il disparaît du vocabulaire de gauche. Là où, quelques années plus tard, le Danemark renoue avec une tradition qui est une tradition assez proche de celle qu'on a connue en France. Mais est-ce que c'est pas également parce que c'est impossible à faire ? Je trouve que c'est une question qui se pose quand même assez légitimement on n'empêchera pas les gens de venir, ou alors en continuant, on va dire, à faire de la Méditerranée un cimetière humain. Et justement,
vu que les gens, dans tous les cas, les flux migratoires vont continuer, il va continuer à avoir des arrivées parce que les guerres, les malheurs, etc. se poursuivent. Est-ce que la question, c'est pas non plus tout simplement d'augmenter les moyens de l'État pour agir sur ces questions, pour réussir à accueillir dignement les gens, plutôt que de dire on va essayer de fermer nos frontières, ce qui est absolument impossible. En fait, à mon sens, prendre le contrôle. Est-ce que j'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est possible ou pas? Vous avez parfaitement raison, et je pense que la réponse. Alors, vous répondre de manière normative, ça je ne sais pas. En revanche, la réponse, c'est ce que j'ai observé, notamment en Scandinavie, mais pas que. On pourra parler de l'Australie aussi, qui a une logique. Le parti travailliste australien a une réponse qui est extrêmement intéressante et qui est assez proche en réalité de ce qui se passe en Scandinavie. On pourrait y revenir aussi, mais le Premier ministre australien travailliste a été reconduit triomphalement assez récemment sur ce créneau que je viens de vous décrire, disons créneau de troisième gauche. Mais néanmoins, tout ça pour vous dire que ce qu'on observe en Scandinavie ou dans ces pays, c'est qu'il n'y a pas moins de moyens alloués, mais il y a plus de moyens alloués à l'intégration en réalité. Et il y a un effort extrêmement puissant qui est opéré en direction d'une intégration réussie par le travail, d'une intégration réussie par la sociabilité, avec parfois des mesures qui sont des mesures qui paraissent assez choquantes vues d'Europe continentale ou même de la France en particulier. On peut citer la loi anti-ghetto qui a été opérée, qui a été mise en place par les sociodémocrates au Danemark et qui vise à avoir une mixité sociale parfaite entre les populations européennes, non européennes, dans différents quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est-à-dire les quartiers où le taux de chômage et le taux de criminalité est très élevé. Il y a une volonté de mixité totale entre les populations européennes et non européennes dans ces quartiers-là. Et donc, c'est des politiques qui sont tout aussi onéreuses que les politiques de la ville française. Les moyens ils mettent des moyens colossaux là-dessus. Il se trouve qu'ils ont des résultats qui sont assez édifiants dans ces territoires-là. Donc, normativement, je ne sais pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je vois, c'est que ce sujet-là à fonctionner. Parce que moi, je prenais vraiment l'enjeu géographique sur ces questions-là, aussi du flux et de la taille du flux qui arrive dans les différents pays. Quand on prend par exemple l'Australie et le Danemark, qui sont quand même, à mon sens, éloignés des flux migratoires comparés à la France. Et encore, la France, c'est très loin des autres flux migratoires qui sont beaucoup plus importants dans d'autres zones. C'est extrêmement juste. Donc, justement, les moyens ne peuvent pas être les mêmes en fonction de la force du flux. Et en plus, les moyens pour contrôler, du coup, et pour, on va dire, mettre des barrières à l'entrée est beaucoup plus difficile quand le flux est important, tout comme l'intégration. Et donc, est-ce qu'on a les moyens d'agir aujourd'hui avec l'État français? Alors, vous avez parfaitement raison. Peut-être, à nouveau, une réponse par l'analyse et la comparaison. On peut prendre le cas de l'Angleterre, qui a connu, dans les pays dont on vient de parler, l'Australie mise à part, mais le cas de victoire de la gauche le plus récent, l'arrivée de Keir Starmer au pouvoir. Keir Starmer, et dans la campagne et dans le début de l'exercice du pouvoir, l'enjeu du contrôle des frontières et l'enjeu de l'immigration, sachant que l'Angleterre est assez comparable, je ne dis pas qu'elle est totalement comparable, mais elle est assez comparable en matière de flux, en matière de taille de population à la France, la réponse est rigoureusement la même. Elle est rigoureusement la même parce que après la crise migratoire, vous avez des populations, et spécifiquement des populations issues des catégories populaires, qui ont une demande assez ferme de souveraineté sur ce sujet-là. Et donc un dirigeant de gauche, je mets l'Espagne à part, on pourrait y revenir, mais un dirigeant de gauche qui aspire à diriger le pays avec les catégories populaires doit avoir une réponse sur ce sujet-là. Alors, pour Keir Starmer, ça se passe plus ou moins bien. Il est assez bas dans les intentions de vote, dans les sondages. Il est un peu challengé en tant que leader du Parti travailliste. Les choses se passent pas excessivement bien. C'est pas une solution, c'est ni une solution magique, mais en revanche, les choses se passeraient encore plus mal s'il n'avait pas pris une position sur ce sujet-là. L'extrême droite britannique serait sans doute encore plus vocale s'il n'avait pas pris s'il avait opéré une réponse sur ce sujet-là, s'il était resté silencieux sur ce sujet-là. Parce que justement, si on reprend le cas de la France, mais ce que je trouve quand même très intéressant dans la troisième gauche, enfin dans le rapport qui a été fourni, c'est à mon sens qu'on réaborde une question à gauche
en plus de la sécurité ou l'immigration qui sont devenus tabous, on a du mal à en parler par peur de se fourvoyer, et ce qui est légitime, je trouve, de peur de faire la course à l'extrême droite et de peur, en fait, de finir par se fourvoyer, c'est qu'il y a la question de l'identité. Et en réalité, aujourd'hui, à mon sens, 2027 va se jouer en partie sur la question de l'identité, et j'emploie pas identité dans un terme, on va dire, de galvanisation du nationalisme, mais plutôt dans ce qui est conceptuel, on va dire, à la France. Et quand on prend l'extrême droite fournit une réponse aujourd'hui en France sur la question de l'identité, on voit que Jean-Luc Mélenchon, de l'autre prisme politique, lui aussi travaille avec la Nouvelle France, etc., à une autre proposition de ce qu'est l'identité. Et on voit que en dehors, on va dire, parce qu'à mon sens, il y a 3 blocs populistes, mais en dehors de ces 2 populistes de droite et de gauche, nous, on n'arrive plus à fournir, on va dire, tout l'espace, on va dire, intermédiaire n'arrive plus à fournir une réponse. Les Républicains ont fait le choix, eux, de partir à la course à l'extrême droite, et le reste n'a pas de réponse. Et donc, justement, est-ce que la troisième gauche réfléchit à cette question d'identité ? Ah oui, je crois que le cœur du réacteur, et en tout cas, tout n'est pas homogène, mais le point commun, comme je vous le disais, et ce qui la rapproche le plus de la première gauche, dont on se parlait initialement, c'est le patriotisme. C'est d'ailleurs, je crois, Starmer a fait un discours devant le reste de ses homologues sociodémocrates européens, dont Mette Frederiksen, à Londres il y a 6-9 mois, et son propos était « le patriotisme est une notion de gauche ». Il faut reprendre le patriotisme et je pense que dans une période de tension sur la scène internationale, et c'est un euphémisme que de dire ça, de conflit en réalité avec d'autres empires, d'autres puissances impérialistes, l'enjeu du patriotisme est un enjeu central dans le narratif et le discours et le programme en réalité que la gauche en Europe peut délivrer. Donc oui, pour vous répondre très, très clairement, il me semble que dans ces différents exemples étrangers de troisième gauche, la réponse sur les enjeux d'identité se situe très clairement du côté du patriotisme, qui n'est pas un nationalisme ethno-différentialiste, qui n'est pas une dilution dans une nouvelle entité, mais qui est l'idée que les liens des citoyens entre eux créent une force supérieure à ce qu'ils étaient auparavant. Une sorte de transcendance de la réunion entre les citoyens eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On le note également, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais chez les Norvégiens, chez les Suédois, pardon, mais on peut le retrouver aussi également chez les Norvégiens, chez les Suédois, l'enjeu patriotique est un enjeu extrêmement présent dans le renouveau et dans le réagencement de la social-démocratie suédoise. On a eu l'occasion, et vous pourrez le retrouver dans le rapport, d'interviewer une des leaders de la social-démocratie suédoise, qui s'appelle Lawen Redar, et qui a une réponse très très alignée sur ce qu'on décrit comme étant la troisième gauche, c'est-à-dire souveraineté, en tout cas fermeté sur les enjeux régaliens et place de l'État dans l'économie, une réponse très solidaire en réalité, très dictée par le lien entre les populations, et puis cet enjeu patriotique qui est au cœur de sa réflexion et au cœur du programme qu'elle va présenter dans les futures élections législatives en 27. Donc ouais, indéniablement, et par ailleurs, et en fait cette équation que propose Lawen Redar, que proposent les sociodémocrates suédois et Lawen Redar, qui est une des jeunes talents de la social-démocratie suédoise, ça se transforme immédiatement dans des intentions de vote qui sont extrêmement élevées. Ils doivent être, les sondages aussi, entre 34 et 37% en faveur des sociodémocrates suédois. Ils avaient perdu le pouvoir lors des dernières élections au profit d'une droite assez alliée à l'extrême droite, une droite dure. Et lorsqu'ils ont
shifté, lorsqu'ils ont fait le pivot sur les enjeux régaliens, à savoir la réponse par l'intégration et la dimension patriotique, et puis une réponse ferme sur le sujet migratoire dictée par l'enjeu d'intégration sociale. Lorsqu'ils font ce shift-là, les sociodémocrates suédois, mécaniquement, ils prennent une dizaine de points dans les sondages. C'est assez édifiant, en fait, comme ils reprennent du leadership. On verra ce qui se passera pendant les élections législatives de 26 en Suède, mais ils sont très très bien embarqués pour ces élections. Et il y a une autre notion que tu as abordée, qui est la notion de sécurité, qui est aussi présente dans la troisième gauche. Aujourd'hui, nous en France, soyons honnêtes, il y a un refus de parler de la question de sécurité à gauche. C'est un peu on va dire, un angle mort qu'on a dans nos réflexions idéologiques pour plusieurs raisons, qui sont dont certaines sont complètement légitimes. Et en même temps, comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, moi je suis militant, donc je fais du porte-à-porte, etc. En fonction et en fait, quand on bouge sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français, en effet, il y a des gens qui sont complètement confrontés à une réalité d'insécurité, même si j'aime pas le terme d'insécurité qui voudrait dire qu'il y avait plus de sécurité avant que maintenant, mais en tout cas de non-sécurité, et pourtant à gauche on refuse d'en parler. Et donc est-ce qu'il parle de la sécurité dans les autres exemples de la troisième gauche européenne, et si oui, comment? Alors sur le sujet de la sécurité, peut-être juste, si tu me le permets, apporter un tout petit peu de nuance sur la France. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, on ne sait pas sur le rapport troisième gauche, on ne sait pas, comme tu l'as vu, on ne s'est pas penché sur le cas français. Mais en revanche, quelques souvenirs qui me reviennent, c'est que, par exemple, le programme présidentiel législatif de 2024 mentionne l'enjeu de la sécurité à travers l'enjeu du narcotrafic. Ça, c'est un... Mais c'est souvent le narcotrafic, mais après, on n'en parle pas. Alors, c'est un peu le seul objet. J'ai le souvenir de deux responsables politiques de gauche qui ont mentionné l'enjeu de la sécurité. D'une part, François Ruffin, qui avait évoqué, il me semble, la sécurité comme une sorte de bien du quotidien, bien des catégories les plus populaires. Et puis, Fabien Roussel, qui avait également mentionné ce sujet-là. Donc, je suis pas sûr que le sujet soit totalement absent de la gauche française. L'importance de la sécurité comme bien de première nécessité, j'allais dire, ou comme part du bien commun, en réalité, de la population, y compris notamment des populations les plus précaires. Et leur réponse, en fait, la réponse dans ces différents pays, elle va à peu près dans cette direction-là. C'est-à-dire que mais le sujet est presque moins polémique que le sujet de l'immigration. C'est-à-dire que ça paraît évident que la sécurité est un bien commun, et donc, y compris ceux qui n'ont pas les moyens d'assurer une sécurité privée, ont la nécessité d'avoir une sécurité publique assurée. Donc, tous s'alignent sur ce point-là, sur des effectifs policiers, sur des moyens alloués à la sécurité publique. Mais il y a assez peu de débats dans ces pays-là sur ce point-là. Parce que nous, j'ai l'impression que même si oui, on nuance et qu'on en parle, il y a certains qui en parlent à gauche, on va souvent en parler, j'ai l'impression, mais comme dans beaucoup de débats, de manière assez macro, assez intellectuelle. Et par contre, lorsqu'on rentre dans des sujets très micro et très précis, qui sont en réalité souvent les thèmes du débat public et qui en réalité vont quand même construire les débats télévisés, etc., qui sont toujours sur des questions très précises, plutôt simplistes, là, on n'a pas de réponse, parce qu'on a du mal à assumer une position ou à réellement réussir à la définir, parce qu'il nous faudrait plus de temps, on va dire, intellectuel pour définir notre position. Sans nul doute. Après, ça paraît un peu contre-intuitif de dire cela ainsi, mais je pense qu'il y a une vraie réponse de gauche sur l'enjeu de l'intégration et de l'immigration. Indéniablement, il y a une vraie réponse de gauche. J'ai essayé de la décrire un peu brièvement, mais une réponse qui est celle de l'intégration, de la préservation d'un modèle social, etc., etc., qui est très différente du reste du spectre politique.
Sur le sujet de la sécurité, je pense que c'est assez peu différenciant en réalité. L'enjeu de la sécurité est un enjeu assez largement partagé, et la réponse, qu'elle soit issue d'un gouvernement de droite ou de gauche, sera à peu près assez similaire. C'est-à-dire de dire que la sécurité est un bien commun et qu'il faut des moyens pour que les forces publiques puissent assurer cette sécurité. Mais peut-être qu'il y a... en tout cas, pour te répondre, j'ai pas noté dans les différents pays qu'on a étudiés en Europe une réponse spécifique sur ce sujet-là. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est moins présent dans le discours parce qu'il est perçu comme plus naturel dans les programmes des sociodémocrates de ces différents pays. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde une autre notion qui est celle de la souveraineté que tu as abordée, notamment celle de la souveraineté économique, qui a été présente dans les débats à gauche, faut dire, même quand on prend la présidentielle de 2012, la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg avait quand même beaucoup abordé ces questions-là, et puis après au cours du quinquennat Hollande jusqu'à la primaire de 2017, mais qui a un peu disparu des questions de gauche, on va dire de la gauche modérée réformiste. Jean-Luc Mélenchon les a beaucoup abordés dans les années 2012-2017, et après a lui justement fait le choix d'un tournant plus sociétal dans son argumentation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce thème revient de souveraineté économique, qui passe souvent par la souveraineté européenne également à gauche. Et donc, qu'est-ce que la troisième gauche, elle, propose d'un point de vue économique ? J'ai pu lire du mutualisme, de la souveraineté, etc. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus tout ça ? Alors, très très bonne question. Il y a deux réponses en réalité sur ce sujet-là. La première réponse, c'est une réponse qui est indéniablement inspirée de ce qu'on appellerait la première gauche, c'est-à-dire un État souverain qui a la capacité de contrôler les investissements étrangers, qui a la capacité d'intervenir dans l'économie lorsque c'est nécessaire. Et donc on le voit, par exemple, Starmer a nationalisé la sidérurgie britannique au moment où elle était menacée par la sidérurgie asiatique et particulièrement chinoise. Ça a été une des premières mesures, donc nationalisation de British Steel dès les premiers mois du mandat. Donc là, c'est assez naturel. On voit également, alors on n'est pas spécifiquement sur des enjeux de souveraineté économique, mais on voit par exemple que sur les enjeux de défense, le Danemark, qui était historiquement très aligné sur les intérêts extérieurs américains, a tendance à se tourner vers une autonomie stratégique, et puis on le voit particulièrement en ce moment. Mais ça a été envisagé, c'est un shift qui a été fait au début, enfin au tournant des années 2020 par Frederiksen. C'est-à-dire qu'elle passe d'une sorte d'indépendance de défense, mais sous parapluie américain, à un alignement, une autonomie stratégique beaucoup plus forte dans le cadre de l'Europe. Mais c'est un autre sujet, mais c'est pour te dire que l'enjeu de la souveraineté, qu'il soit économique ou qu'il soit de la souveraineté tout court, est un enjeu qui est d'une part dicté dans la troisième gauche par une réponse étatique, par la place de l'État dans l'économie. Mais la deuxième réponse, qui est sans doute plus originale, et qui est plus inspirée d'ailleurs de la deuxième gauche, c'est une réponse par les solidarités chaudes. C'est-à-dire que ce que va dire, par exemple, prenons à nouveau le cas des Anglais, même si à nouveau, je précise qu'il ne produit pas les effets électoraux, la situation du Parti travailliste anglais n'est pas la meilleure en ce moment, mais il y a une réponse qui est celle de la libre association et des coopératives et des mutuelles, de l'économie sociale et solidaire, sur un certain nombre de sujets économiques. Je vais prendre un cas particulier. Quand Ed Miliband, ancien leader du Parti travailliste, devient ministre de l'énergie de Keir Starmer, il a une réponse qui est celle, très inspirée de la première gauche, qui est celle d'un équivalent de l'EDF britannique, donc une entreprise d'État pour gérer les enjeux énergétiques. Et puis sur le renouvelable, il y a une deuxième réponse qui est celle de favoriser les coopératives énergétiques, notamment derrière le Red Wall, dans le nord de l'Angleterre ouvrière, de façon à ce que, d'une part, le lien
entre les citoyens se crée. C'est-à-dire que quand on fait tourner une coopérative, on se rencontre, on crée des solidarités, on crée de la résilience dans ces populations. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a une démarche qui est une démarche de souveraineté. Finalement, cette population unie derrière l'enjeu énergétique, elle ne dépend pas d'acteurs étrangers pour ces sources énergétiques. Et donc, le cas anglais, mais on peut imaginer, on peut regarder ce qui se passe ailleurs, mais le cas anglais me paraît assez emblématique. Tu as une réponse qui est à la fois une réponse par la place de l'État dans l'économie, et puis une réponse par la solidarité et les liens qui sont créés au sein de la population pour répondre aux enjeux économiques. Oui, puisqu'il va un peu également à l'encontre de ce que la gauche socialiste a fait quand même durant les derniers mandats où elle a été au pouvoir, avec justement, on a pris plutôt le parti de la libéralisation et donc justement d'aller contre tout ce qui était les questions, on va dire, de nationalisation, où là justement Jean-Luc Mélenchon en 2012 par exemple a pris ce parti, lui, quand sa fameuse phrase du bruit de la fureur, etc., de rejoindre un peu justement ce que propose la troisième gauche sur ces questions de nationalisation. Et en France, j'ai l'impression que l'ESS, qui reprend quand même beaucoup d'emplois en France de mémoire, est quand même quelque chose qui est assez peu représenté, qui a vu encore ses budgets baisser dans le budget 2026, etc., qui est assez mis de côté, qui est vu un peu comme la cour des petits joueurs et qui n'est pas mis en avant. Mais donc justement... Et l'ESS, à mon sens, en plus, pourrait être une réponse aussi sur la question écologique, qui, on va dire, une des autres jambes de la troisième gauche, dans ce que j'ai pu lire, qui, on va dire, l'écologie vraiment de proximité du quotidien, etc. Et l'ESS, on sait qu'il est très présent, on va dire, dans l'enjeu de proximité, plus que au côté multinational. Absolument. Tu résumes extrêmement bien le point. On a parlé à l'instant sur l'enjeu écologique des coopératives énergétiques en Angleterre. C'est une des réponses fortes. Et finalement, on parle souvent d'écologie populaire, d'écologie à portée des gens, etc. Là, c'est la preuve par A plus B qu'on répond à un besoin dans la mesure où les populations vont encadrer avec l'aide de l'État, mais opérer elles-mêmes leur recours énergétique. Donc là, il y a une réponse qui me paraît assez pertinente et intéressante, en tout cas à creuser de ce point de vue-là. Et puis, il y a un élément plus organisationnel qui est également celui de la place de l'ESS dans ces éléments de troisième gauche. C'est que ces partis travaillistes ont souvent en leur sein un représentant du parti de l'ESS. C'est le Coop Party, par exemple, en Angleterre, où le travaillisme, dans lequel le lien entre monde du travail et parti est très lié, et les syndicats font partie du parti politique, le Coop Party est partie intégrante, et il y a un certain nombre de parlementaires dans la majorité de Keir Starmer, ils sont membres du Parti travailliste et ont des parlementaires qui représentent spécifiquement le Coop Party, c'est-à-dire les coopératives. Et donc, effectivement, en France, quand on voit la différence, on a sans doute des entreprises d'économie sociale et solidaire qui sont plus importantes, et d'ailleurs le reste de l'Europe les regarde avec beaucoup d'attention parce que ça représente une part économique très importante en France, mais néanmoins le lien avec la gauche dont vient indéniablement l'ESS est beaucoup moins clair en France. Et je pense qu'on a une déperdition d'énergie, une déperdition de force de frappe par cela. Et c'est aussi parce qu'on a un fonctionnement politique qui fonctionne beaucoup par silo en France, où on a un refus des syndicats de s'affilier à certains partis, on a aussi un refus des politiques de s'affilier à certains partis ou à une certaine forme économique, etc., en tout cas à gauche, comparé à des partis qui fonctionnent sur un modèle justement très mutualiste et coopératif comme le Danemark, etc., où en fait les partis sont pleinement intégrés dans la société économique, sociale, etc., ce qui n'est pas notre cas, et on le voit bien même dans les chiffres des adhérents, des différents partis, même des syndicats en France. C'est à pleurer quand on prend par exemple la comparaison européenne avec beaucoup de pays. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à dépasser ce fonctionnement coopératif ou mutualiste en France, même dans l'action publique. Mis à part peut-être le ministère de l'Agriculture qui fonctionne à peu près avec la FNSEA en mutualisme, dans d'autres cas, ça n'existe pas trop, j'ai l'impression. On a vraiment ce mal. Et justement, est-ce que toi, là, des comparaisons européennes que tu as pu faire, est-ce que tu penses que la troisième gauche pourrait fonctionner en France? Et est-ce que tu penses que des gens souhaiteront... Enfin, est-ce que tu vois des politiques qui souhaitent le porter aujourd'hui en France, ces idées-là? Est-ce que tu m'as parlé de François Ruffin, par exemple, qui a parlé de sécurité, etc. Alors, c'est une très très bonne question. Et
comme tu as pu le remarquer à la lecture du rapport, On ne parle pas de la France. Voilà, c'est le point aveugle. On a essayé d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passait, peut-être pour tirer aussi des enseignements et pour offrir des enseignements possiblement à la France. Est-ce que la réponse est, est-ce que cette troisième gauche, ou ce signal faible, parce que à nouveau c'est pas une internationale constituée, c'est quelques éléments un peu épars qui donnent à penser qu'il y a quelque chose qui change dans ces pays-là. Est-ce que la troisième gauche a une capacité à venir en France et à se développer en France ? Je pense plutôt non, pour plusieurs raisons. C'est que dans les différents partis dont on s'est parlé, Australie, Suède, Danemark, Angleterre, il y a deux choses. Il y a systématiquement une gauche, disons réformiste, qui est majoritaire à gauche et majoritaire dans le pays. Elle représente, dans les bases eaux, 20-22% des intentions de vote, seule, et dans le meilleur des cas, comme on le mentionnait pour le Parti social-démocrate suédois, elle représente 35-37% des votes. Donc c'est des partis hégémoniques. Ce qui fait que le travail idéologique, le travail de réagencement doctrinal qui est opéré dans les partis, il est opéré justement à l'intérieur de ces partis hégémoniques. C'est un travail, j'allais dire de faction, mais c'est un travail interne au sein du parti. C'est pas un travail d'opposition et de conflictualisation entre partis qui, mis bout à bout, représentent ces 25%, mais seuls représentent 10, 15%. Et donc, le travail est pas du tout le même, en réalité. Il est à la fois plus apaisé, et il est moins directement orienté par l'intérêt électoral. C'est le premier point. Deuxième point, et donc ce qui fait que la situation à gauche, elle n'est pas celle d'un parti socialiste qui seul fait 25%. Voilà, sauf à ce que j'ai mal lu un sondage, mais ça n'est pas le cas. Là où c'est le cas dans tous les pays que je viens de citer. Le deuxième point, c'est que lorsque ce mouvement qu'on a appelé la troisième gauche est opéré, lorsque c'est fait assez tôt, comme au Danemark, c'est-à-dire au moment où les catégories populaires sont en train de décrocher de la social-démocratie, à ce moment-là, l'impact électoral est assez faible. Et en fait, ce qui est perdu dans un électorat dit progressiste, ou urbain, plutôt CSP+, etc., il est gagné dans l'électorat ouvrier. Et ça, on le voit assez facilement au Danemark. Et en Suède, bientôt. Là où c'est fait assez tard, comme c'est le cas en Angleterre, il y a un grand moment de chute électorale, où en réalité, la population qui est partie à l'extrême droite chez Reform UK, elle ne revient pas immédiatement. Enfin, je veux dire, les choses sont pas... Il y a des habitudes qui ont été prises, il y a une confiance qui n'a pas été renouée, et donc il y a une chute. Cette population-là ne revient pas mécaniquement dans le giron du Parti social-démocrate en question. Et en même temps, de l'autre côté, les populations les plus progressistes ont tendance à progressivement, ce qui est le cas en Angleterre, à quitter le Parti social-démocrate. Donc on voit, je pense que la situation qui est celle de Starmer, c'est celle d'une chute. Alors la plupart des chutes électorales, mais la plupart des analystes estiment que finalement, cette première phase qui est une phase de baisse, elle s'ensuit une phase de redémarrage lorsque les choses sont stabilisées. La question, c'est, on ne sait pas combien de temps elle prend cette phase de redémarrage. Et je ne sais pas si dans 2 ans, où en sera le Labour en Angleterre. Il sera peut-être même encore en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça, je pense que un parti qui, avec tous les efforts qui sont les siens, avec tout le travail qui est déployé, franchit pas la barre des 15%, à toute élection confondue, sauf à voire des 2%. Voire des 2% dans certaines élections, mais dans les élections les plus hautes, 15%. Il est difficile de le dire, et qu'il y a un parti également où il y a beaucoup d'élus, en fait, en réalité, à toutes les échelles, de leur dire dans un premier temps, on va perdre des voix, mais c'est pour, d'une part, reconquérir ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire l'électorat populaire, et puis pour ensuite reprendre des points dans les sondages, reprendre des parts de voix électorales. C'est compliqué, il y a une phase de creux qui est difficile. Le sacrifice du temps court pour le temps long, généralement, c'est complexe. Et donc, 2 raisons
qui me font dire que ça me paraît compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'en France, quand même, vu qu'on fonctionne sur un système qui est très présidentiel, en tout cas où l'élection présidentielle reste centrale dans le jeu politique, il y a souvent aussi une question de tribun, où par exemple Jean-Luc Mélenchon, il a aussi pu incarner justement toutes les classes populaires qu'aujourd'hui le PS, les Verts ou les macronistes ou même les Républicains n'ont plus, parce que justement il y avait ce côté de tribun populaire. Et la question, elle est d'une part de quel parti le porte, mais de qui dans ce parti porte ce message-là et peut l'incarner ou non. Et là, c'est aussi une question de communication, d'incarnation, etc. Et aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cadre de François Ruffin, j'ai l'impression qu'il a essayé de le faire et en même temps, il y a eu des ratés où il s'est fait quand même taper dessus sur certains points. Mais à mon sens, c'est celui qui ressemble le plus à ce que quand on parle de troisième gauche aujourd'hui en France, sans nul dans doute, les figures médiatiques. Sans nul doute. Sur les questions écologiques, économiques et de sécurité, en tout cas. Sans nul doute. Ça, en revanche, peut-être, je voulais juste apporter une nuance sur un point et qui me paraît important. C'est est-ce que la troisième gauche constitue la seule et unique équation des années à venir de la gauche? Je ne pense pas. Il y a un contre-modèle. On l'a évoqué tout à l'heure, mais on l'a jamais. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Et je pense que c'est important de s'arrêter une minute sur l'Espagne aussi pour comprendre la diversité en fait. C'est-à-dire que c'est les gauches européennes. Le cas espagnol est un cas intéressant à suivre parce que Sanchez est au pouvoir depuis un certain temps, qui reste avec des hauts et des bas, mais qui reste assez haut dans les intentions de vote. Il peut à un moment donné chuter, perdre, mais néanmoins il a une durabilité au pouvoir et puis il mène un vrai programme indéniablement de gauche qui nécessite de se pencher sur le cas espagnol. Mon analyse, qui n'est que la mienne, et qui finalement, l'équation de Sanchez, c'est une équation exactement opposée à celle de la troisième gauche que je viens de vous décrire. Alors je vous invite dans le rapport à aller lire le travail formidable qui a été fait par une ancienne ministre Podemos, Lilith Verstring, sur l'état de la gauche en Espagne. Et donc c'est très éclairant. De mon point de vue, le cas de la gauche espagnole, il tient... il y a deux choses. D'une part, l'électorat populaire... pour plein de raisons, parce que l'Espagne a connu le franquisme, parce qu'ils ont une extrême droite qui est une extrême droite extrêmement libérale et assez peu sociale, fait que le PSOE a encore beaucoup de votes des catégories populaires. C'est indéniable. Et ça, c'est une condition essentielle pour quelle que soit d'ailleurs la configuration idéologique, mais pour la victoire d'une gauche en Europe, d'avoir des scrutins populaires. Et ça, c'est indéniable au sein du PSOE. Et donc, ce qui nous différencie sincèrement de la gauche française. Nous, c'est plus le cas depuis bien longtemps pour nous. Le deuxième aspect qui me paraît intéressant dans le cas de Sanchez, c'est Sanchez lui-même. C'est-à-dire que je pense que c'est sans doute l'un des tacticiens les plus brillants des 30 dernières années en politique. Je crois qu'il est surnommé le chat, quoi. C'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pattes, quel que soit le scandale, quelles que soient les coalitions qui explosent dans sa majorité, il arrive toujours à retrouver et donc à gérer les différentes composantes de la gauche. Lui, en tant que composante la plus grosse en réalité de la coalition, d'arriver à composer avec et puis lorsqu'il a une défection, de ne pas hésiter à aller avoir le soutien de certains régionalistes, ce qui serait compliqué en France. Excepté d'avoir... il y a peut-être la Corse qui a quelques parlementaires régionalistes. Voilà. La Bretagne, parlementaire régionaliste. Mais néanmoins, compliqué. C'est pas la même chose en France. Et donc, deux raisons. La dimension... on peut dire stratège ou tacticienne de Sanchez, qui est je pense, l'un des hommes politiques les plus doués d'Europe indéniablement, mais de ces 30 dernières années. Et d'autre part, la composition électorale du PSOE qui est extrêmement populaire, qui fait que
le gouvernement espagnol peut tenir. Il peut tenir avec une réponse qui va totalement dans le sens de ce qu'on a connu à gauche en réalité, c'est-à-dire une certaine ouverture sur l'enjeu migratoire en disant que la population vient travailler et donc fait augmenter la croissance économique, ce qui est manifestement vrai. Ce qui est factuellement vrai. Et d'autre part, une ambition sociale qui est là avec l'augmentation des minima sociaux, etc., etc. Et donc ça c'est indéniable. Mais je pense que, au même titre que le Danemark est sans doute une configuration qui est propre au Danemark, je pense que la configuration espagnole est propre à l'Espagne. Alors maintenant, la question, et je pense que ça, j'ai pas la réponse et je serais très heureux si vous l'avez, mais c'est quelle est la configuration qui est la bonne en France. Quel est le modèle français dans ça? Je ne sais pas. Je pense que là, personne ne le sait. Mais en tout cas, des auditeurs et auditrices vous ont posé des questions. Donc, je vais vous laisser choisir 2 questions, si ça vous convient, et les lire, et puis y répondre. J'y vais. La première et la deuxième. Alors, la première, donc avec la troisième gauche, il y a sûrement plus... J'écris peut-être pas très bien, je peux peut-être réécrire. J'ai retranscrit des questions. Donc avec la troisième gauche, il n'y aura sûrement plus d'avancées pour les femmes, les LGBT+, ou la lutte contre le racisme. Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que la troisième gauche... Vous l'évoquiez tout à l'heure sur le sociétal ou le post-sociétal, elle n'oppose pas le progrès avec la notion de gauche. Elle considère uniquement que la meilleure progression des combats culturels dits des minorités passe par un enjeu majoritaire. Et le progrès des minorités passe d'abord et avant tout par un progrès de classe ou un progrès d'un front, en réalité. Et à l'inverse, à un moment donné, une lecture qui va être une lecture d'abord par le prisme des minorités va être une segmentation qui va empêcher l'accès à la position majoritaire. Donc, au contraire, je pense que l'ensemble de ces pays, et on peut regarder la Scandinavie de ce point de vue-là, est beaucoup plus avancé que nous. Il me semble. Oui, largement. Donc, c'est un peu compliqué. On peut faire beaucoup de procès à la gauche danoise. On peut difficilement lui faire un procès sur la prise en compte des combats, des enjeux et des combats de société. En revanche, elle part du principe que cette victoire... La victoire des progrès de société passe d'abord et avant tout par une victoire globale qui profite à l'ensemble des branches de la coalition, si je puis dire. D'accord. Et la deuxième question, est-ce que ce n'est pas jouer au jeu de l'extrême droite en parlant de sécurité et d'immigration? Alors c'est une très bonne question de vos auditeurs. La réponse est non et 3 fois non. Je pense sincèrement que, au regard de l'expression de la population répétée sur ce sujet-là, il y a une réponse qui est une réponse véritablement de gauche. L'erreur, et faire le jeu, ou je ne sais pas quel terme il faut utiliser, favoriser l'extrême droite sur ce sujet-là, ça serait de suivre une stratégie, disons, du caméléon. Vous savez, le caméléon, vous le posez à un endroit et il prend la couleur de la chose sur laquelle il est posé. De faire un copier-coller des réponses de l'extrême droite, ça serait effectivement faire le jeu. Et de ne pas en parler non plus. La réponse, alors ça c'est la stratégie de l'autruche, vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit pas non plus. On voit pas le problème. La troisième réponse, qui me paraît être la réponse la plus intelligente, stratégique et bénéfique, c'est celle d'avoir une réponse qui prend en compte le sujet, mais qui soit une réponse inscrite dans l'ADN qui est celui de la gauche. À nouveau, je vous renvoie à l'histoire de la gauche sur le sujet migratoire. Elle est d'abord et avant tout une réponse qui passe par le contrôle pour l'intégration. À nouveau, je vous citais tout à l'heure les congrès historiques de la CGT. C'est un discours qui est prégnant. Et donc l'idée, c'est pas
de partir dans un endroit qui est neuf et qui est une course-poursuite après l'extrême droite. C'est pas ça. C'est de revenir aux fondamentaux qui sont ceux de la gauche. Et donc, il existe une réponse de gauche sur ces sujets-là. Mais pour l'intégration, qui est une question de dignité, dans leur sens de la CGT, j'imagine, des années 20, etc. Absolument. Okay. Et donc maintenant, les 2 dernières questions avant de clôturer cet épisode. La première mesure, en tant que président de la République, qui est aussi Renaud Large, est élu en 2027, mai 2027, élection de Renaud Large. Première mesure. Alors, ça n'arrivera pas, je vous rassure tout de suite, mais néanmoins, je pense que le sujet prioritaire du prochain président de la République, c'est la prise en compte de l'économie sociale et solidaire. Donc la première mesure, ça serait une loi cadre sur le financement et le développement de l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, la dernière question, une musique pour clôturer cet épisode, et pourquoi ? Alors, une musique pour clôturer cet épisode, je pense que le groupe de rock islandais Sigur Rós a fait un magnifique morceau qui s'appelle Glósoli, qui est un morceau qui démarre de manière très mélancolique, très défaitiste, et qui, au fur et à mesure de l'avancée, prend de la force du volontarisme, et finit de manière triomphale, avec des explosions. Et donc, je pense que cette métaphore, elle est à l'image de ce que la gauche peut faire, en partant d'une situation actuelle qui est une situation sans doute un peu mélancolique et un peu triste, mais néanmoins, avec du travail, avec une sortie de certains faux-semblants, peut redevenir forte et triomphale. Merci beaucoup pour ces mots d'espoir et merci beaucoup pour être venu et pour cet échange. Donc je vous laisse, chers auditeurs et auditrices, sur Glósoli et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir.